Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Saint-Martin-des-Champs à Vranches pour la journée du 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes. Et je suis avec Michel Rowe, Michel Le, qui a présenté son livre aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Alors, tout d'abord, ma première question fétiche, quel est votre lien avec le territoire, donc avec Sophie qui nous a présenté Alors avec Sophie, on se connaît depuis de très nombreuses années. Je l'ai rencontrée quand je travaillais comme conservatrice du patrimoine à Ivry-sur-Seine, où elle-même travaillait et habitait. Et elle faisait donc un travail sur son père, Henri Barrault, prêtre ouvrier, et sur sa mère, Marie Barrault, que j'ai eu la chance de connaître. Et voilà, nous nous sommes lancés à travailler ensemble et à nourrir une amitié rapidement. Ah, c'est une amitié de travail en même temps. Une Et amitié de vous travail, avez, voilà. vous avez écrit ensemble quelque chose ou Non, fait des recherches ensemble? on a fait des recherches ensemble. Et puis surtout, elle m'a mis en contact donc avec sa maman, Marie Barrault, qui était une des femmes des équipes que j'étudiais. C'est-à-dire que sa maman a été membre de la mission de France féminine, qui est une équipe de femmes qui, en 1941, a décidé de venir s'installer en région parisienne. Au nom de leur foi, elles ont voulu vivre comme et avec les ouvriers. Donc ce sont des parcours tout à fait intéressants et mal connus. Il y a environ 300 femmes qui ont fait ce choix-là et c'est l'objet de mon livre. Alors, on va parler de votre livre, justement, qui s'intitule Les missionnaires de l'ombre, femmes catholiques engagées dans le monde ouvrier et rural de 1940 à 2000. Alors, avant de parler de votre livre, enfin, vous avez déjà commencé à nous en parler un petit peu, j'aime bien demander le parcours qui vous a amené à devenir historienne et en charge du patrimoine. Alors, moi j'ai fait donc des études d'histoire et j'ai voulu trouver un débouché, c'est peut-être pas un très joli mot, mais comment faire fructifier ce que j'avais pu apprendre. Et j'ai donc fait une formation d'archiviste dans les années 80. Et j'ai donc été nommée aux archives municipales d'Ivry-sur-Seine. Et j'ai eu beaucoup de chance de travailler dans ces conditions, parce que c'est une ville qui est communiste depuis 1925, donc qui a un riche passé d'histoire ouvrière. Et ça m'a mis en contact avec des chercheurs qui étudiaient cette ville. Et voilà, je suis devenue aussi historienne, voilà, en les fréquentant au fil de nombreuses années. Et pourquoi Ivry? Vous étiez de cette région-là ou de... Non, je suis bretonne. Et, Ah, vous êtes bretonne, donc vous avez un lien avec le territoire, avec l'Ouest aussi. Oui, avec l'Ouest. Je suis bretonne et mon compagnon est de la banlieue parisienne. Et c'est pour ça que je me suis donc installée dans la banlieue parisienne. Et ça a été effectivement quelque chose qui m'a beaucoup stimulée. Toutes ces rencontres que j'ai pu faire avec en particulier une chercheuse du CNRS qui a fait la préface de mon livre, Nathalie Viette de Paul, avec laquelle je continue à travailler. Donc c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé maintenant je suis à la retraite, mais dans ce métier d'archiviste, c'est la possibilité de contact avec des gens très différents et l'obligation quasiment de devoir se mobiliser pour un sujet qui est différent de jour en jour, parce que les gens que l'on rencontre, ils sont porteurs d'une histoire ou ils ont des archives à vous confier, voilà, qui portent pas sur les mêmes sujets, et donc il faut toujours être prête à s'adapter au fond que l'on va recevoir. Et les gens peuvent vous mettre en relation avec d'autres personnes, en fait, c'est ça. Bien sûr, c'est sans fin. Ouais. C'est vraiment souvent on imagine l'archiviste avec un petit fichu sur la. Ah oui, c'est ça. Je voulais vous demander en quoi ça consiste, archiviste. Fichu sur la tête, ouais. Et qui est dans les livres, dans les livres et dans les archives avec de la poussière autour d'elle. Et en fait, c'est un métier de communication.
Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Être archiviste, c'est classer, c'est collecter toutes les archives qui sont produites par, dans mon cas, c'était donc la municipalité d'Ivry-sur-Seine, dans le cadre de ces missions. C'est les classer, les organiser, et puis les préserver aussi, assurer leur conservation sur la longue durée, et les communiquer, les valoriser sous de multiples formes, que ce soit des expositions, des ouvrages, des podcasts, des sites en ligne. Voilà, il y a plein de choses à faire pour finalement rendre accessible cette histoire et la partager avec les gens qui l'ont faite, en fait. Oui, donc c'est du vivant et c'est pour l'avenir, pour le partager, pour le garder. Oui, c'est aussi voilà garder des archives, conserver des archives pour le passé et enrichir aussi le fonds d'archives privées qui pourraient un jour disparaître parce que dans les familles les archives disparaissent. On n'a pas toujours la notion de l'importance de l'archive quand quelqu'un décède. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de prévenir un petit peu ça et de faire en sorte que des fonds ne disparaissent pas et du coup toute une mémoire qui disparaisse. Ah, vous avez parlé de podcasts, ça m'intéresse. Il y a des podcasts que vous avez fait qu'on peut retrouver en ligne? Alors il y a un site que nous avons fait qui s'appelle le cabinet de curiosité d'Ivry. Et à l'intérieur de ce site, mes collègues qui m'ont succédé ont fait récemment un podcast à propos d'une semaine de la mémoire qu'ils organisent à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz en mois de janvier. Et vous, alors les femmes, ça a été un intérêt tout de suite, toujours Alors effectivement, ces femmes, au départ, l'idée avec mon amie chercheuse au CNRS, c'était de travailler sur les prêtres ouvriers. Et on a rencontré un prêtre qui était archiviste et qui nous a dit, mais non, il y a aussi des femmes. Ah, c'est bien, c'est un prêtre qui vous a dit ça. Voilà. Oui, voilà. Et donc, le champ de recherche s'est élargi, on se l'est partagé. Et donc, j'ai travaillé sur ces femmes pendant des années, allant les rencontrer dans toute la France, écrivant des articles. Et puis, le moment est venu où la nécessité d'écrire un livre s'est posée pour que ce sujet soit connu. Parce que finalement, c'est le livre quand même qui fait connaître encore l'existence de singularité historique. C'est vraiment le cas de ces femmes. Donc vous êtes venu présenter votre livre, donc qui est assez récent, de 2024, et vous l'avez présenté donc pour le 8 mars dans la salle de Saint-Martin-des-Champs. Alors on va parler de ce livre justement, donc Les missionnaires de l'ombre. Ce titre, je vous laisse parler du titre parce que ça évoque évidemment les missions catholiques, mais de l'ombre, oui, pourquoi? Alors les missionnaires de l'ombre, effectivement, les missionnaires, ça renvoie à tout un mouvement missionnaire progressiste qui est né au lendemain de la guerre et qui a fait prendre conscience à un certain nombre de chrétiens que l'Église était très éloignée de la classe ouvrière. Donc ils se sont engagés à vivre avec et comme les ouvriers et à partager leurs conditions de travail et leurs conditions leur lutte aussi dans les syndicats. Et le mot ombre, en fait, renvoie à deux choses. L'ombre, c'est le fait que ces femmes voulaient vivre incognito. Elles voulaient vivre sans qu'on sache qui elles étaient, sans faire de prosélytisme. Et le deuxième sens du mot ombre, c'est le fait que ces femmes ont été invisibilisées parce qu'elles ont eu beaucoup de mal à se faire reconnaître par l'Église. D'ailleurs, elles n'ont pas été reconnues. Il y a eu toute une série d'initiatives et de décisions plutôt qui ont été prises, qui ont fait que leur mission a perdu un peu de sens. Et moi, ça me faisait penser à un troisième sens de l'ombre. On pense aux résistants, l'armée des ombres aussi. C'est une forme de résistance aussi. C'est aussi une forme de résistance, bien sûr, parce qu'il faut résister contre les a priori
à la fois sociétaux mais aussi ecclésiaux. Ces femmes avaient la volonté de mettre en place quelque chose, de le partager avec des prêtres et l'institution ecclésiale, mais l'institution ecclésiale n'avait pas tout à fait ce même sens, et donc elles ont dû se battre. C'est un terrain qui était très fragile et ça n'a jamais été acquis en fait leur position. Oui, ça a toujours été complexe. L'Église, souvent on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac, mais en fait il y a vraiment des gens très progressistes et d'autres gens rétrogrades. Et c'est vrai que du point de vue de l'institution, c'était plutôt du côté rétrograde, non? Oui, en tout cas l'institution craignait beaucoup de choses, puisque ces femmes, elles faisaient le choix de travailler en usine, elles faisaient le choix, je l'ai dit, de se syndiquer à la CGT, et donc elle craignait qu'elle se rapproche trop du combat marxiste, qui est un combat athée. Et les syndicats ne savaient pas qu'elles étaient catholiques, sinon... Non, ils ne savaient pas, mais bon, ils arrivaient parfois à le deviner, et pour la plupart d'entre elles, enfin au moins 50% d'entre elles, c'est des femmes qui avaient fait des études, et donc elles avaient la possibilité de prendre la parole, et ça se remarquait tout de suite. Oui. Donc effectivement, les ouvriers leur demandaient de prendre la parole. Ils disaient « toi, prends la parole ». Ah oui, ils leur laissaient prendre la parole. Ils n'étaient pas vexés que des femmes s'expriment bien. Non, parce qu'ils savaient qu'elles allaient les défendre. Ah ouais. Ah, c'est beau ça. Et alors, parlons de votre livre. Donc, il est composé de plusieurs parties. Donc, expliquez-nous la construction de votre livre. Alors, mon livre, en fait, j'ai voulu donner à la recherche tout ce que j'avais pu recueillir à la fois dans les archives et par des témoignages de ces femmes. Donc j'ai organisé mon livre sous la forme monographique, c'est-à-dire j'ai repéré 13 équipes, et donc il y a 13 chapitres qui correspondent à chacune des équipes pour laquelle j'essaye de reconstituer l'histoire de la manière la plus précise possible. C'est dans toute la France, hein? C'est dans toute la France, oui. Et donc il y a à la fois les villes, c'est ça, les campagnes. Alors il y a 3 chapitres, il y a 3 parties. Il y a une partie qui est consacrée aux équipes qui sont implantées dans le milieu ouvrier, plutôt dans le milieu urbain. Il y a le deuxième chapitre qui est consacré au monde rural. Et le troisième qui est consacré aux équipes qui se sont installées auprès des populations en marge de la société. Les sans domicile fixe. Oui, alors ce sont des personnes qui vivent, par exemple, dans la banlieue parisienne, dans la zone, ce qu'on appelait la zone de Paris, dans des baraquements, dans une très grande pauvreté, ou bien à Toulouse aussi, une femme extraordinaire qui s'appelle Marguerite Taride, qui a vécu avec les gitans du quartier de Toulouse. Et donc vous êtes déplacée partout en France pour ce Pratiquement, oui, pratiquement. Oui, j'ai entretenu beaucoup de correspondances aussi avec ces femmes. C'est vrai qu'il y a pu avoir un petit peu de réticence au début, mais finalement, c'est des femmes qui ont compris que elles étaient invisibilisées, mais voilà, si elles souhaitaient ne plus l'être, il fallait qu'elles donnent les moyens aux historiens de faire leur histoire, et à partir de là, il y a eu de très bons échanges d'archives, de témoignages. Ça a été une expérience d'une très très grande richesse. C'est vrai qu'on dit toujours que les femmes ont été invisibilisées, mais parfois c'est d'elles-mêmes, elles ne cherchent pas à se mettre en avant moins que les hommes souvent. Oui, c'est vrai que dans leur principe, il y avait cette notion de vivre incognito. Et dire ce qu'elles avaient fait, c'était rompre ce principe, et donc il a fallu petit à petit leur dire que on vivait une autre période, et que là on était à un moment où si leur histoire devait être connue, il fallait qu'elles en livrent les éléments. Alors vous avez été édité chez Cerf, hein. Comment ça s'est passé l'édition? Vous les aviez contactés avant ou après avoir fait le livre? Non, je les ai contactés quand le manuscrit était en voie d'achèvement. Et donc ils ont tout de suite accepté? Ils ont accepté, ouais. Oui. Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture ou autres? Non, pour l'instant, j'essaye de faire vivre ce livre le plus possible, pour que toutes les personnes qui vivent encore et qui sont peu nombreuses en aient connaissance,
peut-être faire un podcast sur cette histoire. Ça pourrait peut-être être quelque chose. C'est intéressante. Voilà, quelque chose à Je faire. suis preneuse. Oui. Voilà. Ou un spectacle comme celui qu'on a vu de Christine Pouquet Oui. qui mélange justement des textes et des interviews. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Michel Rowe. Ma dernière question pour se quitter, un choix musical. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé Erik Satie. C'est une musique qui me parle beaucoup. La manière de poser la musique. Voilà, écoutez, moi je suis fan aussi. Le seul morceau que je peux jouer par cœur au piano, c'est des morceaux d'Erik Satie. Oui, moi aussi j'ai fait du piano, mais j'ai tout oublié. Ouais. Et c'était ça que moi, je c'est jouais. le seul dont je me souviens encore. Oui. C'est les gynopédies. Oui, les gnossiennes. Mais cette manière de poser. Avec de l'humour en même temps. Oui, avec de l'humour. C'est triste et drôle en même temps. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Et c'est un musicien normand en plus. Oui, oui. Voilà. Donc, écoutez, merci pour ce choix. Est-ce que vous avez une préférence pour un morceau précis où je choisis Oh, les gnossiennes, je crois que c'est la numéro 1 que je préfère. Merci beaucoup, Michel Rowe. Merci, Sophie. Alors maintenant, un court échange avec Sophie Barrault, justement, dont on a parlé tout à l'heure avec Michel, et qui va nous raconter un peu son histoire, liée à ses parents aussi, et son lien, par la même occasion, avec le territoire. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, votre histoire, donc vous êtes de la région parisienne au départ. Oui, alors je suis de la région parisienne. J'habitais dans les HLM dans le 92, mais je rêvais chevaux. J'ai rêvé chevaux depuis que j'ai vu John Wayne dans les westerns. Ah, c'est les films chez ma grand-mère. Parce que moi, j'avais pas la télé chez moi, mais ma grand-mère avait la télé. Et donc, du coup, j'ai passé... dès que j'ai pu travailler dans la filière équine, j'ai travaillé dans la filière équine. Donc vous n'aviez aucun lien avec la campagne avant? Ah, pas du tout. Au contraire, je viens d'un milieu ouvrier. Mon père était prêtre ouvrier et mon père et ma mère faisaient un peu partie de ce qu'on appelait les établis, c'est-à-dire que mon père était prêtre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il veut rentrer dans la mission de Paris. Donc ce sont des prêtres qui décident d'aller dans la classe ouvrière au début pour évangéliser la classe ouvrière, parce qu'il y a eu un appel du Vatican comme quoi la classe ouvrière s'éloignait de l'église, etc. Et en fait, arrivé dans la classe ouvrière, il se rend compte de l'exploitation des ouvriers. Il travaillait au compteur de Montrouge, dans la métallurgie, et dans le 92, et du coup, il se syndicalise à la CGT, comme beaucoup de prêtres ouvriers, et face à cet engagement dans le mouvement ouvrier, en 1954, le Vatican décide de leur demander d'arrêter de travailler, d'évangéliser la classe ouvrière, mais sans travailler. Ils refusent. Et mon père refuse pour 2 raisons. C'est aussi pour la deuxième raison, c'est qu'il a rencontré ma mère, Marie Barrault, et avec lequel il commence une histoire amoureuse. Et donc, voilà, il a été donc en 1954 excommunié pour ces 2 raisons. Et ma mère donc faisait partie aussi de la mission de Paris en tant que femme laïque, là, comme les femmes que Michel Rowe a décrit dans son bouquin. Et ces femmes étaient des femmes en fait qui ont été très maltraitées en fait par l'Église, soit parce qu'en effet elles ont rencontré une vie amoureuse et ça leur était interdit, soit parce qu'elles s'étaient engagées dans le mouvement ouvrier, que ce soit à la CGT et même au Parti communiste français. Alors donc revenons à vous, donc le cheval, comment ça s'est passé, comment vous êtes arrivé au cheval? Alors, en fait, le cheval, donc, comme j'explique, en fait, j'étais dans ma cité HLM, mais je rêvais chevaux. Et puis, j'ai eu la chance, parce qu'à l'époque, les comités d'entreprise avaient de l'argent. Mon père était métallurgiste, il travaillait pour des grosses entreprises. Et donc, les comités d'entreprise de Renault, BSN, Michelin, etc., ont construit un centre équestre qui s'appelait le centre équestre du Forez, à côté de Saint-Étienne, et donc qui permettait d'avoir des prix. Parce qu'à l'époque, l'équitation n'était pas du tout démocratisée comme aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ça reste un sport de luxe quand même, mais c'était bien pire. Et donc, ça m'a permis de commencer l'équitation. Et j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un moniteur qui était élève de Nuno Oliveira, donc un maître écuyer portugais très connu et reconnu du XXe siècle.
Et du coup, et puis ensuite, bon, ma mère voulait pas trop que je travaille dans la filière agricole parce que c'était pas un autre monde. Donc j'ai fait une école de cinéma, mais en fait dès que j'ai pu, comme je voulais vraiment travailler avec les chevaux et que j'avais pas le choix de travailler pour être avec les chevaux, il fallait que je travaille dans la filière. Donc je suis rentrée au Ludo Circus Forum où j'ai travaillé pour la cascade équestre. Et puis après j'ai passé mon monitorat. Puis après en 2000 je suis arrivée ici pour construire mes propres écuries. Alors pourquoi ici, dans le Sud-Manche ? Alors en fait, c'était une coïncidence. En fait, la ville de Rosny-sous-Bois, donc nos écuries de Ludo Circus Forum, c'était à Rosny-sous-Bois dans le 93. Et ils vendaient une colonie de vacances qui était à Champeaux. Donc du coup, j'ai eu l'occasion de racheter avec un associé, de racheter cette colonie de vacances à Champeaux, et qui était une colonie de vacances équitation, voile et équitation. Et donc, du coup, il y avait des écuries, tout ça. Donc, j'ai tout racheté avec mon associé. Et c'est comme ça que j'ai monté mon écurie. Et j'ai adoré cette région, quoi. Et alors maintenant, vous êtes, je crois, à l'Olive, enfin pas très loin. Et donc, vous faites plus de... Alors, vous n'avez plus de centre équestre ? Non. Bah en fait, parce que c'est ce que j'expliquais sur la table ronde, en fait, c'est des métiers qui physiquement sont durs. Moi, j'étais toute seule avec 20 chevaux, donc physiquement, mon corps a lâché, en particulier mon dos. C'est la maladie des cavaliers, le dos. Et du coup, j'ai fait une reconversion dans l'éthologie. Et on peut expliquer l'éthologie ? Alors, l'éthologie, donc la science du comportement animal. Enfin, il y a aussi de l'éthologie humaine, d'ailleurs, parce que les humains sont un peu des animaux, quand même. Et donc, du coup, et j'ai rejoint le groupe de recherche de Jocelyne Porcher, qui est une spécialiste, une sociologue, mais qui a beaucoup travaillé sur le lien éleveurs et animaux. Et j'ai rejoint son groupe qui s'appelle Animal Slam, qui fait partie d'INRAE, du secteur innovation. Et donc, je travaille... Alors maintenant, je travaille surtout à Saumur, à l'école Blondeau, où je forme des CS, éducation et travail du jeune équidé. Et en même temps, je fais de la recherche avec ce groupe. Là, par exemple, on a un programme de recherche ANR sur la reconversion des chevaux de course. Et aussi, vous me parliez des chevaux qui se soignent entre eux, non ? Il y avait pas ça ? Ah oui, alors on a un projet là qu'on n'arrive pas à faire subventionner, Ah oui. C'est dommage d'ailleurs, sur l'automédication chez les chevaux. Et donc on a répondu à plusieurs appels d'offres. Pour l'instant, on n'a pas réussi, mais on finira par réussir parce que c'est une question qui a un intérêt écologique parce que, par exemple, la vermifugation, c'est des produits chimiques qui vont dans la terre, qui tuent pas seulement les mauvais vers, mais aussi les bons vers pour la terre. Et puis aussi, une question de bien-être animal, c'est-à-dire d'éviter, d'insérer des produits chimiques dans l'organisme des chevaux assez régulièrement, 3 à 4 fois par an, quoi. Voir si on peut se passer de produits chimiques, quoi. Mais il y a sûrement, c'est sûr, parce que l'automédication chez les animaux, je veux dire, là, il y a une étude en 2024 qui est sortie sur les fourmis, où il y a de l'automédication chez les fourmis. Donc, il y en a chez les chèvres, il y en a chez les moutons. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas chez les chevaux. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on va refermer la boucle parce qu'on a parlé de vos parents. Donc, vous avez changé complètement de vie par rapport à eux qui étaient ouvriers. Vous êtes à la campagne. Mais en même temps, vous avez gardé ce côté militant, engagé. Hein ? Oui, complètement. En fait, c'est ce que je disais aussi pendant la table ronde. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai eu mes écuries et que j'étais donc exploitante agricole, d'abord, la MSA, c'est quand même des systèmes de protection sociale qui ne sont pas du tout performants, on va dire, par rapport au régime général. Et puis on est très seul en fait. Moi, parce que quand j'étais dans les cités HLM, peut-être qu'on vivait des fois dans des quartiers difficiles, tout ce qu'on veut, mais il y avait des collectifs. On n'était pas seul face à la violence du capitalisme, à la violence de l'exploitation. Je trouve que les exploitants, et particulièrement les exploitantes agricoles, elles sont très seules en fait face à la violence de l'exploitation. Et ça m'avait vraiment marqué comme différence. Et c'est pour ça que j'ai une culture militante et que je continue de militer. Et donc vous avez organisé cette belle journée du 8 mars à Saint-Martin-des-Champs. Oui, avec l'ULCGT, donc, dont
Je suis syndiquée CGT à la commission exécutive. Et donc l'idée avec Laurent Jeudi, qui est délégué, et, en fait, c'est vraiment, on s'est dit, il faut que le 8 mars, il se passe vraiment quelque chose. Voilà, pas un petit rassemblement avec 12 personnes autour d'une banderole, mais qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc là, il y avait des tables rondes, il y avait des spectacles, de la chanson. Donc c'est très varié. Oui, parce que l'idée, c'était en même temps, en effet, d'avoir un discours militant, d'expliquer aussi toutes les... Ce que Bourdieu raconte, c'est l'invisible de l'exploitation, parce qu'il y a les structures constituées qui sont déjà... qui montrent déjà une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Mais il y a aussi tout ce qui est invisible, toutes les petites phrases mortelles qu'on reçoit toute la journée. Et donc, on avait envie de parler de ça, mais aussi que ce soit festif et que ce soit culturel. Surtout que la culture, en ce moment, elle est assez en danger, donc il faut l'aider. Donc, du théâtre, de la musique, des théâtres de rue, etc. Eh ben bravo, c'était une belle journée. Merci beaucoup, Sophie Barraud. Merci. En toile de fond de l'interview, nous entendons la représentation des petites goules qui étaient proposées après la troupe de théâtre de Christine Pouquet pendant cet événement de la Journée internationale des droits des femmes organisée dans la salle socioculturelle de Saint-Martin-des-Champs. Et nous nous quittons avec le choix musical de Michel Ruault, Satie, la première Gnossienne, interprétée par une femme, Anne Kefelec.